Si je te dis que les scientifiques vont sauver le monde, à quoi tu penses? Il y a de fortes chances que tu aies répondu en imaginant un scientifique qui bidouille une machine à voyager dans le temps. Ou alors une physicienne qui démêle les mystères de l'univers pour sauver l'humanité. Voire une ingénieure qui repousse une invasion extraterrestre. Pourtant, si tu as besoin de faire le profil psychologique d'un tueur en série pour le retrouver ou prédire ses actions, ou alors pour analyser des expressions faciales pour détecter des mensonges et déjouer une attaque terroriste, tu ferais mieux d'appeler un psychologue plutôt qu'un chimiste. Ouais, en fait, si je te disais que l'idée que tu as conçue du scientifique qui sauve le monde, elle se base sur une idée simple qui différencie les sciences dures et les sciences molles. Cette terminologie, elle est tenace, comme s'il existait une différence entre les sciences, comme s'il y en avait qui étaient plus scientifiques que d'autres. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce que cette séparation tient encore aujourd'hui dans un monde où les sujets de recherche dépassent souvent les frontières disciplinaires? Prépare ta cape et tes lunettes, aujourd'hui je te propose de revenir sur cette différence fondamentale entre les sciences dures et les sciences molles. Et non, pas besoin de fiole fumante pour ça. En fait, tout commence par une distinction simple, basée sur une vieille idée comme quoi il existerait des sciences plus précises parce qu'elles se reposent sur des lois universelles et des chiffres. Physics answers the question, what is the nature of the universe? Geology answers the question, what did I just trip over? À l'inverse, certains sujets seraient moins précis parce qu'ils étudient des dimensions beaucoup plus abstraites, comme l'humain, la société, la culture. C'est un peu une vanne récurrente chez les scientifiques. On sous-entend que toutes les disciplines ne se valent pas, que les maths sont la reine des sciences, la physique leur valet et les sciences sociales leur bouffon. Bienvenue dans le monde merveilleux du positivisme. Alors, le positivisme, c'est une philosophie du 19e siècle qui disait « la science, c'est pour les choses sérieuses qu'on peut mesurer, peser, observer. Le reste, on oublie. » Bon, concrètement, ils ont jamais vraiment dit ça comme ça, mais ça a donné un sérieux coup de boost à des disciplines comme la physique ou la chimie. Mais aussi, ça a surtout donné une hiérarchie bancale entre les sciences. Celles dans lesquelles on n'utilise pas des formules complexes ou des labos high-tech ont été reléguées au second plan. La catégorisation entre sciences dures et sciences molles, elle reflète une vision réductrice des sciences. Elle hiérarchise les disciplines en fonction de leur degré supposé d'objectivité et de reproductibilité. Aujourd'hui, ça paraît complètement dépassé comme dichotomie. Sauf que si c'est vraiment le cas, pourquoi est-ce que cette distinction, elle continue d'opérer aujourd'hui dans l'imaginaire collectif? La réponse est entre guillemets un peu simple, mais en gros, c'est parce qu'on a besoin de hiérarchiser les choses. En fait, c'est rassurant. Ça permet de simplifier un monde qui autrement serait beaucoup trop complexe pour qu'on l'appréhende tel qu'il est. Il existe une certaine nécessité d'organiser le monde, de le simplifier pour le rendre compréhensible. Pour vous expliquer pourquoi est-ce que c'est si complexe d'appréhender les sciences telles qu'elles sont aujourd'hui, regardons les recensements qui sont effectués par des structures institutionnelles. Par exemple, selon la nomenclature internationale des sciences et technologies de l'UNESCO, on distingue 6 grandes catégories de savoir, chacune divisée en dizaines de sous-disciplines. Du côté du CNU, il y a plus de 80 disciplines recensées. Alors le CNU, c'est important parce qu'en fait, c'est le Conseil national des universités, une instance consultative et décisionnaire française qui est chargée des décisions concernant le recrutement et l'évolution de carrière des enseignants-chercheurs. Autrement dit, le CNU, c'est l'instance qui va gérer tous les enseignants-chercheurs. Et donc, le CNU a tout intérêt à avoir une vision large et exhaustive de l'ensemble des disciplines pour être sûr qu'elles soient toutes représentées et enseignées à l'université. L'organisation du CNU s'est divisée en groupes de sections. Il y a autant de sections qu'il y a de disciplines reconnues officiellement. Ce qui veut dire qu'officiellement, le CNU reconnaît 80 disciplines en France. Mais du coup, est-ce que ces 80 disciplines, elles sont suffisamment exhaustives? La réponse est simple, non. Pas du tout. Le CNU, comme les autres instances, opère des distinctions et opère des choix. Pour te rendre compte, si on faisait un recensement de l'ensemble des disciplines scientifiques qui existent aujourd'hui dans le monde
Un peu comme on pourrait faire un recensement des habitants dans une commune, la liste pourrait dépasser les 1000 domaines scientifiques distincts selon l'approche, la spécialité, l'angle, l'orientation, etc. Tout ça, ça explique la nécessité de pouvoir organiser et classifier les choses. Et si l'héritage du positivisme a donné lieu à une classification très péjorative et un peu bancale, il y a d'autres types de classifications qui ont déjà été proposées, notamment par des chercheurs en épistémologie. Ce sont ceux qui réfléchissent à la manière dont la connaissance est produite. L'idée, c'est de faire un tri dans tout ce bazar pour essayer de mieux le comprendre. Une des premières divisions qui existe et qui est plutôt intéressante, c'est celle qui distingue les sciences formelles et les sciences empiriques. Les sciences formelles, elles désignent les disciplines dans lesquelles on fait principalement appel à l'exploration par la déduction, qui consiste à partir de la théorie pour formuler des hypothèses que l'on va ensuite chercher à confirmer ou infirmer. Les sciences empiriques, elles reposent plutôt sur le modèle de l'induction. Ça consiste à partir de l'observation pour en percevoir des modèles et en formuler une théorie. On a déjà parlé de l'induction et de la déduction sur cette chaîne, donc je te renvoie à cette vidéo. Dans la même perspective, une autre catégorisation a été proposée qui distingue les sciences expérimentales et les sciences de l'observation. Dans un cas, les données qui sont étudiées, elles proviennent d'expériences dans lesquelles on cherche à contrôler les facteurs qui vont influencer certains phénomènes et on cherche la reproductibilité des expériences réalisées. Dans l'autre cas, les données, elles viennent plutôt de la vie réelle. On va aller chercher à recueillir de diverses manières des éléments de la situation de la vie réelle qu'on va ensuite analyser au prisme de leur diversité dans un effort de rationalisation. Mais on peut aussi parler de sciences de la nature et de sciences de l'homme et de la société. Les sciences de la nature, elles se concentrent sur les phénomènes naturels, physique, chimie, biologie, géologie, etc. Tandis que les sciences de l'homme et de la société, elles s'intéressent au comportement humain, aux structures sociales et aux dynamiques culturelles par exemple. Et on peut aussi parler de sciences explicatives qui reposent sur une approche causaliste qui vont chercher à expliquer certains phénomènes. Et les sciences explicatives qui vont chercher à comprendre les significations et les intentions derrière des actions ou des phénomènes en prenant en compte le contexte historique et culturel. Mais à force de vouloir ranger les choses dans des cases, on passe à côté de l'essentiel. Les disciplines, elles se contentent pas d'exister en vase clos. Elles évoluent, se croisent, parfois se réinventent. Bref, la diversité des disciplines, ce n'est pas juste une question de quoi, mais aussi une question de comment et de pourquoi. Ces diverses catégories recouvrent une mosaïque incroyable de savoir et les frontières entre elles sont souvent floues. C'est là qu'on commence à voir que ces étiquettes, aussi populaires soient-elles, passent à côté de la richesse et de la complexité de toutes ces disciplines. En fait, si on regarde bien, ces catégorisations, elles viennent d'où et elles cherchent quoi? Elles proviennent en fait d'un effort de rationalisation. On essaie de donner un sens à la diversité des savoirs en les saisissant par leur objet d'étude, comme les molécules, les récits, les sociétés, par les méthodes utilisées, mesurer, interpréter, comparer, ou encore par rapport à la complexité des phénomènes étudiés. Par exemple, si tu bosses en sciences expérimentales, ton objectif est clair. Tu formules une hypothèse, tu bricoles une expérience en contrôlant chaque détail, puis tu vois si ça tient la route. C'est un peu comme une recette de cuisine très précise. 1 kg de données, 50 g de variables dépendantes, 50 g de variables indépendantes, une pincée de variables explicatives et on enfourne. Et surtout, il faut que d'autres puissent refaire la même recette exactement comme toi. En sciences de l'observation, c'est un tout autre délire. Ici, tu observes le monde tel qu'il est. Pas de labo stérile, mais des écoles, des entreprises ou des tribus amazoniennes. Tu collectes des données et tu cherches des modèles ou des explications. Quant aux résultats, là encore, c'est une autre paire de manches. En sciences formelles, tu obtiens des résultats universels. La loi de la gravité, elle marche partout, que tu sois à Lyon ou sur un autre bout de la planète. Mais en sciences humaines et sociales, les résultats dépendent du contexte. Ce qui est vrai dans une société peut être complètement faux dans une autre. Malgré toutes ces différences, il existe une chose qui unit toutes ces disciplines, l'objectif de produire de la connaissance. Qu'on soit en train de tester des théories en laboratoire ou alors de conduire des entretiens, l'objectif reste le même, comprendre le monde qui nous entoure. À la base, la recherche désigne la volonté de produire des connaissances ou d'approfondir un sujet dans la perspective d'en dégager des éléments caractéristiques. Chaque discipline s'attaque à ses propres questions avec ses outils et ses méthodologies propres. La recherche scientifique, elle est définie par l'UNESCO comme l'ensemble des actions systémiques et créatives entreprises pour accroître les connaissances sur les humains, la culture et la société et les appliquer dans de nouveaux domaines d'intérêt. La recherche commence par une volonté fondamentale qui est de comprendre. Elle cherche à comprendre
comprendre les pourquoi et les comment qui façonnent notre réalité. Les résultats des sciences exactes, on les connaît un peu tous. Mais pour les SHS, généralement, c'est un peu plus subtil, voire un peu plus méconnu. Mais à travers ces démarches, elles ont permis de révéler des mécanismes invisibles qui influencent nos vies quotidiennes. Pourquoi certaines inégalités persistent, comment les identités se construisent, ou encore pourquoi des conflits émergent. Dans bien des cas, la recherche est orientée vers des objectifs pratiques. Pour les sciences humaines et sociales, on propose des modèles explicatifs ou alors de nouvelles méthodologies pour aller questionner d'autres objets de recherche et pouvoir aller toujours plus loin. Un autre objectif, souvent implicite dans la recherche, c'est de construire des ponts entre les disciplines. De nombreux domaines nécessitent une approche pluridisciplinaire qui mobilise des concepts, des idées, des méthodes issues de diverses traditions intellectuelles. L'interdisciplinarité est souvent fondamentale, surtout sur des questions actuelles et contemporaines, comme par exemple le réchauffement climatique ou l'intelligence artificielle. Tous ces problèmes, ils sont beaucoup trop vastes pour être résolus par une seule discipline. Alors pour ça, on croise les savoirs, on croise les concepts, on croise les apports pour essayer de se nourrir intellectuellement les uns les autres. C'est ça la richesse de la recherche. Et ça montre aussi que les disciplines ne sont pas du tout hors sol. Elles s'inscrivent dans des réalités sociales, historiques et culturelles. Bref, les disciplines, elles sont pas du tout figées. Elles s'adaptent, fusionnent et se réinventent. Et c'est probablement ça que je veux que vous reteniez de cette vidéo et la leçon à en tirer. Dans la recherche, c'est pas les catégories disciplinaires qui comptent, mais la manière dont on va chercher à comprendre le monde. Mais ce qu'il faut retenir surtout de cette vidéo, c'est qu'en fait, les perspectives de la recherche restent les mêmes, peu importe les disciplines, et que notre objectif commun, c'est d'essayer de comprendre le monde dans lequel on vit et d'apporter toujours plus de choses pour que les prochains chercheurs puissent eux aussi rebondir sur nos travaux et donc apporter des nouvelles choses. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était probablement un peu différente des autres, déjà parce que j'ai pas trop l'habitude de filmer comme ça sur ce modèle, mais n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, parce que c'est peut-être aussi un peu plus simple pour moi que d'organiser des vidéos comme celle-ci. On essaye de se retrouver le mois prochain pour un prochain journal de doctorante, si tout se passe bien, mais n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous y tiendrai au courant et je vous dirai ce qu'on y fait. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like à cette vidéo et à bientôt!